Aquila Rebelle. Portrait sensible. Un podcast réalisé par Fabien Eck. Il existe à Paris, dans un petit écrin, des voluptés de beauté peu ordinaires. C'est à la galerie Rachel Hardouin. Cette galerie porte le nom de notre invité, mieux elle porte son âme, ses troubles, ses territoires intimes et infinis. Galerie du désir qui transcende la vie. Il y a dans les paroles de Les filles du canyon d'Étienne Dao ces mots. Il y a une porte dans le désert, ouvre-la. Tu trouveras ici un autre monde, another world, another paradise. Et pour trouver ce paradis, il vous suffit de vous rendre aux 15 rue Martel dans le 10e arrondissement de Paris, de monter les 4 étages pour connaître l'extase. Extase des œuvres exposées, goût pour l'à côté, œuvre singulière, forte et non mièvre. On pourrait résumer tout ceci dans un mot, jubilation. Je rencontre Rachel Hardouin, fin juin 2024, dans sa galerie, le dernier jour de l'exposition de Joël Lec. Elle est élégante, souriante, gaie, et on ne peut soupçonner, imaginer son itinéraire de vie, ses zones d'ombre et son parcours dans le monde de l'art, dans cette galerie inondée de lumière. Après notre entretien, gagnant le métro pour rejoindre mon ami photographe Nicolas Comment, je repensais à notre conversation et je songeais à ce texte de l'écrivaine Laurette d'Aubécourt, dans le texte L'équarrissage, dont voici un extrait. Chacun est un jour traversé par la mort, par la clairvoyance de la félonie. Il décide ou non de s'en relever vivant, c'est-à-dire plus vivant que la vie, ce qui est un effort considérable. Ce qui est debout en moi désormais, rien ni personne ne pourra jamais l'atteindre, sauf la mort elle-même. Je veux dire, lorsque ma viande commencera d'entamer la grande pourriture. Car la viande seulement viendra à bout du mystère de la viande. En attendant, avoir la patience des libellules, le courage des fourmis, la rage d'être. Et maintenant, je voudrais bien reprendre un peu de gâteau. Aquila Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous accueille avec le premier titre musical de notre invité, Les filles de bord de mer, Arnaud. Vive la moule! Je me souviens du bord de mer avec ses filles au temps si clair. Elle avait l'âme hospitalière. C'était pas fait pour me déplaire. Naïve autant qu'elle était belle. On pouvait lire dans le prunelle qu'elle voulait pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps. Et encore. Allez, allez. Encore une fois. Je vais peu danser la java. Et c'était chouette, les filles du bord de mer. Chouette, chouette, chouette. C'était fait pour qui savait y faire. Chouette, chouette, chouette. Deuxième couplet, deuxième couplet contre nous. Il y a une qui s'appelait
C'était vraiment la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'une seule défaut. Elle se baigne plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez le masseur, elle a invité la première baignade à tâter du côté de son cœur. En douceur, allez, allez. En douceur, allez. En douceur et profondeur. Et c'était chouette, les filles du port de mer. Chouette, chouette, chouette. C'était fait pour qui savait y faire. Chouette, chouette, chouette. C'était chouette, les filles du port de mer. Chouette, chouette, chouette. C'était fait pour qui savait y faire. Chouette, chouette, chouette. Troisième couplet, derde couplet, troisième couplet. Et pardon, non, c'est un manie. Je lui proposé de partager ma vie. Mais dès que revient l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remet à faire du sport. Je tolérais ce violon. Sinon elle devenait malade. Puis un bon jour, j'en ai eu marre. C'était pique la mer à boire. Je le friand et gigolo. Et j'ai lâché faire d'autres que... Non, qu'elle encore une fois. Allez. Oh, oh, oh. Allez, maintenant, faut te pitcher for George Bush. Whoa, 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 whoa. OK. Whoa. Whoa. Faut George Bush. Whoa, whoa, whoa. Encore une fois, non, OK, faut George Bush. Une élection, attends, wow, wow, wow. Allez. En douceur. Allez, allez. En douceur, reprends. C'était chouette, les filles du port de mer. Chouette, chouette, chouette. C'était fait pour qui savait y faire. Chouette, chouette, chouette. C'était chouette, les filles du port de mer. Chouette, chouette, chouette. C'était fait pour qui savait y faire. Rachel Ardouin, bonjour. Bonjour Fabien.
On se retrouve dans votre galerie qui se trouve dans quel endroit à Paris ? Alors vous êtes dans un lieu totalement intime puisque la galerie est située au 4e étage d'un immeuble moderniste qui est situé 15 rue Martel dans le 10e. Donc la rue Martel est une petite rue en face du New Morning. Et cette rue donc, se situe entre la gare de l'Est et le Grand Rex. Voilà. Ce qui est pas mal, ce qui est bien situé. Comment on en vient à trouver ce lieu ? Parce que c'est pas rien de trouver son lieu à soi, une image de nous. On veut accueillir des gens pour leur présenter quelque chose de particulier ou d'extraordinaire. Alors ce lieu a vraiment une histoire. J'ai visité la rue Martel en 89. Ensuite, je suis revenue dans cette rue en 99. Donc en 89, j'avais visité le musée de la publicité, qui est en face de la rue Martel, rue de Paradis, qui n'existe plus, qui était un magnifique hôtel particulier, showroom de la famille René Boulanger. Donc ce sont des carrelages de Nancy, très beau. Et aujourd'hui, c'est une école financée par Xavier Niel et qui a complètement réhabilité ce lieu dans sa beauté primaire. Donc en 89, je visite ce lieu et ce quartier, donc rue de Paradis, rue Martel, Faubourg Poissonnière. Et en 99, je découvre ce lieu à bicyclette cette fois-ci parce que je détiens un petit guide de l'architecture moderniste à Paris et que ce week-end-là, avec mon ex-mari, on décide, avec ce petit pocket d'architecture en poche, de quitter le Marais où nous habitions pour rejoindre la Porte Maillot, redescendre dans le 16e, visiter la Villa Mallet-Stevens, remonter, tu vois, tranquillou sur le Marais. Et on s'arrête rue Martel pour visiter cet immeuble au 15 rue Martel. Voilà. Qui est un immeuble parmi les plus anciens de haute taille, tu vois. C'est un immeuble qui fait 9 étages, avec du dernier étage, tu as une vue à 360 degrés sur tout Paris, magnifique. Voilà. Et donc, évidemment, j'adore cet immeuble. Et la petite histoire dans la grande histoire est la suivante, c'est que je fais l'acquisition de l'appartement en face du 15. Donc, j'habite au numéro 12. Et quelques mois après cette acquisition, j'apprends que cet immeuble, qui était un immeuble textile, où il y avait beaucoup de production pour le sentier, qui est à 2 pas, à pied. Tu vois, le sentier, ça commence au Grand Rex, en fait. Est vendu à la découpe. Alors que 3 mois plus tard, 3 mois avant, j'avais acheté au numéro 12. Et donc, c'était magnifique parce que voilà, j'emménageais au 12 et j'étais face à l'immeuble de cette rue que j'adore. Et bien des années plus tard, je fais la rencontre d'un écrivain qui habite dans cet immeuble. Il s'appelle comment cet écrivain ? Alors, c'est Emmanuel Carrère. Oui, non, c'est pas rien. Voilà, et nos 2 filles sont très proches, Margot et Jeanne. Et de fil en aiguille, en fait, j'explique à Emmanuel que j'aimerais bien un jour faire l'acquisition d'un lieu dans cet immeuble, si l'opportunité se présente évidemment. Et je pense qu'un an plus tard, le temps est assez court entre ce moment où je lui dévoile un peu mes secrets. Enfin, toi, c'est un peu une envie, un fantasme, un secret. Après, c'est pas rien parce qu'il faut financer un tel projet. Et un jour, il me dit, écoute, voilà, le propriétaire met en vente tout le 4e étage, qui est le dernier étage qui accueille encore une production textile. Et d'ailleurs, c'est l'enfer pour nous les habitants. Lui habitait au 3e étage, dessous. Parce que toute la nuit, en fait, toute la journée, il y a un travail organisé selon le rythme des 3-8. Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais de répit. Et toute la journée, il y avait du tissage, de la découpe, du façonnage, du commerce, parce que les gens venaient chercher des pièces, venaient déposer des protos, faire. Enfin, toi, c'était un flux tendu. Et donc, ils ont réussi à délocaliser cette société et cette fabrication au nord de Paris,
où tu as toute une production textile en fait sur la plaine Saint-Denis. Et donc l'immeuble, le 4e étage de l'immeuble côté rue était mis à la vente. Et là, la beauté de l'histoire, c'est que nous avons rencontré le propriétaire avant même qu'il y ait la publication de cette vente. Et à 4 amis et relations, on s'est mis d'accord et on a acheté l'espace en divisant 4 lots. Voilà. Et donc, il y avait l'atelier de sculpture de Calou, qui était jusqu'alors sur la gauche de l'entrée de la galerie, et la galerie qui donne sur la rue Martel. Voilà. Moi, ce qui me plaît dans un lieu en étage, c'est que ça permet vraiment de cultiver la notion d'intimité et de grande liberté, parce que c'est un lieu où je peux fabriquer des événements, fabriquer des propositions d'installation, de peinture, de sculpture, de dessin, de techniques mixtes, en toute complicité avec l'artiste, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de censure, on n'aura pas de limitation, en fait, dans ce lieu. Rachel, comment on en vient à ouvrir une galerie, mais on va même un peu trop vite. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment l'enfant, Rachel, a évolué dans un environnement. Est-ce qu'il y avait un accès à la culture étant un mot vaste, est-ce qu'il y avait un accès aux livres? Est-ce qu'à la maison, ça chantait? Est-ce qu'il y avait des berceuses? Est-ce qu'il y a des mots qui revenaient souvent? Est-ce qu'on disait, Rachel, dépêche-toi, on va voir une exposition de Nicolas de Staël? C'était comment l'enfance? Alors l'enfance est très particulière puisque je viens d'un milieu ouvrier où il n'y avait pas de livres, où on vivait à l'orée de la forêt, en Normandie. Donc moi je suis originaire de Eu, Mers-les-Bains, le Tréport. Et non, il n'y avait pas du tout de culture à la maison, il n'y avait aucun intérêt pour la culture. Et moi, j'aspirais à travailler dans la publicité, dans la communication, dans la culture. Très jeune, à l'âge de 10 ans, je commence la photographie. La pratique, alors quand tu dis que tu commences la photographie, où trouve-t-on un appareil photo Alors en fait, je reçois pour cadeau un Fujica STX1 pour mes 10 ans, pour mon anniversaire de 10 ans, parce que j'ai dû les enquiquiner suffisamment, tu vois. Et le patron en fait de ma maman pratiquait la photographie et avait un laboratoire de photographie. Donc lui était traiteur et à Mers-les-Bains, il était chargé notamment de faire les photos de tous les accidents qu'il y avait. Et le soir même de l'accident, on faisait les tirages de ces photos pour la police en fait. Et donc très très jeune, j'ai appris à manier les focales et surtout à faire les tirages. Donc mes cadeaux, voilà, que ce soit cadeau de Noël, anniversaire ou pour me complimenter parce que j'avais eu un bon bulletin, c'était toujours des bobines. Et ensuite je faisais les tirages avec lui. Et le hasard total fait qu'un monsieur qui s'occupait des tirages pour un laboratoire parisien a pris sa retraite à Mers-les-Bains. Il s'appelait Monsieur Boudot. Et ce monsieur, en fait, a trouvé ma passion en écho, en fait, à sa passion et aussi à sa solitude, parce qu'il vivait seul dans cette maison en haut de la falaise. Et donc, M. Boudot m'a donné des filtres, des objectifs, des astuces. Donc, j'ai appris avec lui à photographier avec la boîte à lumière simple qu'on fabriquait à partir d'une boîte de chocolat poulain, pour te dire. Et moi, j'adorais, tu vois, travailler la chimie, révéler, fixer ou pas, d'ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment une passion qui est liée à l'observation, parce que comme je vivais à l'orée de la forêt chez mes parents, ma mère travaillait chez ce traiteur en bord de mer, donc dans une petite ville. Et donc je vivais entre le milieu urbain et la pleine nature. Et en fait, j'aimais essentiellement observer les variations de lumière, les gris colorés entre le ciel
très puissants. Hein. Tu as des cieux et qui se confondent avec la mer, qui elle-même se confond avec les galets. Donc tu as des gammes de gris totalement exceptionnelles. Et c'est bien plus tard, en m'intéressant au design, à l'architecture, que j'ai découvert que Charlotte Perriand était une grande fan de la plage de Dieppe et qu'elle avait fait beaucoup de photos des galets, tu vois, en cherchant des signes, des symboles à travers les figures qu'on peut identifier dans les galets. Mais ça, j'ai appris ça bien plus tard, en fait. Du coup, ton parcours scolaire, comment évolue-t-il entre cette passion, cette découverte pour la photographie et ce goût de l'art et cette nécessité absolue que ça soit un quotidien? Comment ça se passe là pour préparer un avenir? Eh ben, en fait, l'avenir est très simple. À 18 ans, donc moi je suis du mois de juin, donc à 18 ans, mes parents espèrent que je puisse tout de suite travailler. Et comme moi j'ai envie de faire des études, ils me montrent la porte. Et là, en fait, je rejoins Paris et je fais un book de fausses pubs et je vais démarcher une agence, l'agence Saatchi & Saatchi, parce qu'en fait, j'avais lu des articles en précisant que ces Iraniens étaient à la fois de très grands collectionneurs, donc la Saatchi Galerie, et aussi monter un puissant réseau de communication, de publicité à travers le monde, le groupe Saatchi, et que pour toutes les campagnes, ils faisaient travailler des artistes et qu'ils exigeaient des œuvres originales. Et moi, c'est ça ma passion. C'est l'œuvre originale, c'est la démarche originale, c'est le lien entre l'artisanat, l'innovation. Et donc, j'avais en tête vraiment de rentrer chez Saatchi. T'imagines, donc là, en fait, je passe un bac +2, un BTS de publicité, une formation très courte parce que j'ai financé mes études. Et je rentre chez Saatchi avec un book de fausses pubs qui était vraiment lié à des découpages, mes photos, des mots que je découpais, je faisais le montage de tout ça. Et donc, je me souviens, j'avais fait une pub pour Dédé, les collants qui vont faire jazzer, la RATP comme un poisson dans l'eau, parce que quand tu arrives de Normandie, tout le monde a une, voire deux voitures. Et moi, je trouve formidable le réseau RATP, RER. Enfin, tu peux bouger dans la ville, hors de la ville. C'est très rapide, c'est fluide. J'adore. Voilà. Donc du coup, combien de temps va avoir lieu cette immersion comme ça dans cette... Alors, je vais travailler dans la publicité, je me dis entre guillemets apprentie, c'est-à-dire j'aime tout, tu vois, j'aime les mots, la conception-rédaction, j'aime l'image, j'aime la production, j'aime l'événementiel, j'aime réfléchir, donner du sens aux démarches. Donc, je vais travailler un petit moment en planning strat, je vais travailler en stratégie. Je vais surtout rencontrer des gens incroyables qui sont dans le don de leur profession, de leur talent, de leur savoir-faire, que ce soit chez Saatchi, chez Ogilvy, chez DDB et chez Publicis. Tu vois, je vais dans 4 grandes agences. Et tantôt, je gère des équipes, tantôt, je suis solo parce que toi, j'ai d'autres postes. Enfin, mais j'ai vraiment appris différents métiers. Mais là, tu es en train de me raconter un conte de fées, là. Non, c'est pas un conte de fées parce que la petite histoire dans la grande, en fait, c'est que j'ai une rupture avec la photographie. En octobre 1994, je rejoins mon fiancé de l'époque, avec qui je suis depuis 7 ans à Djibouti, puisqu'il termine son VSNE. Tu sais, c'était le service national volontaire en entreprise. Et donc, je le rejoins pour barouder ensemble un petit peu en Afrique depuis Djibouti. Donc, on a prévu d'aller en Éthiopie et de faire un grand périple en Éthiopie sur les traces de la reine de Saba. Et donc, à ce moment-là, il y avait eu très récemment la création de l'agence Voyageurs du Monde. Et j'avais eu l'occasion de travailler sur le lancement d'un parfum pour la maison Hermès. Donc, j'avais, quelques entrées pour le magazine d'Hermès, en fait, pour présenter des projets.
Sauf que le périple, l'aventure, s'est pas du tout déroulé comme je l'avais imaginé, puisque mon fiancé de l'époque a eu un accident et est décédé sous mes yeux en Éthiopie, à la Libella. Et ce qui a été terrible, en fait, et ce qui a marqué une rupture vraiment avec la pratique de la photographie, c'est que dans ce village, il n'y avait pas d'appareil photo. J'étais la seule à avoir un appareil photo, à avoir des bobines. Et donc, on m'a demandé de faire le reportage photo du défunt, tu vois. Sachant que les secours ont mis 6 jours à nous rejoindre. Donc, pendant 6 jours, j'étais avec lui. Et j'ai documenté, en fait... C'était comment son prénom ou même son nom ? Gilles, c'était Gilles, voilà. Et je te montrerai une photo après. Et quand tu es dans cette passion, que vraiment, toi, mon argent de poche passait là-dedans, ça me faisait vraiment plaisir. J'avais rencontré des gens de chez Picto avec qui j'avais partagé cette passion. Et quand je suis rentrée avec mes bobines et qu'il a fallu tout faire les planches contact, expliquer, ensuite déposer ces éléments au ministère des Affaires étrangères pour expliquer, parce que j'étais le principal témoin, donc j'étais aussi la personne incriminée, tu vois. J'avais la double posture, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai remisé l'appareil, les bobines, tout. Je ne pouvais plus. C'était impossible. Et depuis, tu vois, j'ai lu pas mal d'ouvrages plutôt à caractère sociologique ou historique sur le photographe, le rapport au sujet et le média de l'appareil photo. Et ça m'a donné les explications, en fait, de cette mise en retrait, tu vois, et du matériel et de mon regard par rapport à cette pratique. Parce que c'était d'une telle violence, en fait, tu vois, de devoir documenter, ensuite de devoir les revoir, les expliquer. Et puis, j'avais 24 ans aussi, donc c'est pas des choses que tu as envie de vivre de cette manière, à cet âge-là, en tous les cas. Enfin, en tous les cas, je le souhaite à personne, quel que soit l'âge et le lieu. Et donc, c'est la naissance de mon fils, dont je viens de te montrer une photo avec la coiffure de M, qui m'a reconnectée à la pratique, parce que être maman, c'est un événement majeur, un des événements majeurs dans une vie. Et j'étais tellement amoureuse, quoi, de ce petit garçon. Enfin, j'en parle au passé, je suis tellement amoureuse, en fait, de mon fiston et de ses sœurs. Mais lui, c'était le premier, et c'était grâce à lui, en fait, que j'ai pu me reconnecter à la pratique de la photographie, faire des petites captations, des films. Voilà, tu vois. J'essaie de boucler un peu l'histoire de ma passion, mon frein, en fait, ma mise à distance, et à nouveau ma passion. Et pendant toute cette durée, j'ai travaillé en agence et j'ai beaucoup découvert des artistes, alors essentiellement des photographes, des plasticiens, des illustrateurs, puisque pour les campagnes de pub que j'initiais, que je gérais, en fait, tous les books me passaient entre les mains, donc je voyais énormément de productions, énormément d'inspirations nouvelles, énormément de pompage aussi. Et du coup, ça, tu as l'œil qui s'aiguise, tu vois, très, très rapidement et avec beaucoup de finesse aussi. Après, ce que j'ai découvert à travers les expositions, parce que j'emmenais mes enfants tous les week-ends visiter des expositions, au moins une exposition le samedi et une le dimanche, donc 2 par week-end, par semaine. En fait, j'ai découvert que les écoles d'art créent une forme de courant et de regard. Tu vois. Et donc, l'expression de l'art contemporain, aujourd'hui, a une volonté philosophique, politique. Tu vois, c'est un art qui est très engagé, mais qui aussi
dans le fil conducteur, dans le prolongement d'un enseignant, d'un courant de pensée, d'une facture, tu vois, d'une école. Et donc, quand j'ai eu vraiment conscience explicite de ceci, alors je me suis tournée vers les ateliers d'artistes, et plutôt d'ailleurs vers un art vernaculaire, donc, que j'ai découvert et que j'ai creusé par le biais de la Halle Saint-Pierre notamment, donc le musée Raoul Fourny, qui est le musée d'art brut, et aussi parce qu'il y avait les enfants au milieu de tout ça, et que les emmener à la fabuloserie, c'était extraordinaire de voir leur réaction. Les emmener dans un atelier d'une personne qui travaille l'art, mais que l'art mécanique, tu vois, les machineries, c'est aussi extraordinaire. Bon, c'était pas chez Tinguely, parce qu'il était déjà plus de ce monde, mais tu vois, j'ai toujours aiguisé en fait mon regard entre une posture, parce que il y a des tendances, il y a des mouvements dans l'art, et la quête artistique pure, c'est-à-dire l'artiste est autodidacte, il a une vision, une fulguration en fait, et il te délivre une série parce que c'était l'urgence pour lui de s'exprimer sur cette série. Et là, je me suis connectée à la notion de l'intime, parce que cette dimension de fulguration, je pense qu'elle est extrêmement puissante dans la mécanique de thérapie en fait de l'artiste et de délivrance. Toi, c'est vraiment une délivrance en fait. Et chez cet artiste, ce qui le distingue des autres artistes qui ont suivi des formations et qui sont dans des courants ou qui cherchent, tu vois, à épouser la tendance, ou aujourd'hui encore plus à répondre à des commandes de grandes fondations ou de grands collectionneurs, c'est que ces artistes-là sont totalement non seulement libres, mais exposés au refus, exposés à la marge, puisqu'ils sont par définition singuliers, tu vois. Et donc, pendant des années, j'ai présenté des artistes, soit chez moi, soit à travers des lieux dans lesquels je montais des expositions. Alors, j'ai présenté des artistes bulgares, des artistes allemands, des artistes français. Enfin, c'était vraiment le coup de cœur. Ouais, Rachel, ce désir parce que c'est quelque chose que tu pourrais garder pour toi. Enfin, c'est cette pratique d'exercer son regard sur des objets, sur la lumière. Tu parlais de lumière tout à l'heure. Ce besoin de partager, quoi. C'est le beau, si on peut dire, si ce terme désigne quelque chose de lumineux. Ce désir de partage, quoi. C'est quoi? Alors, d'où vient ce désir de partage? Je sais pas. Moi, j'ai la sensation, quand j'entre dans un atelier, si ça me parle, j'ai l'impression de trouver, toi, comme une pépite d'or. Et j'ai envie de la partager. Ouais, j'ai vraiment envie de la partager. Et avec beaucoup de spontanéité, de sincérité, en fait, c'est à la fois un mélange entre la pudeur et la puissance, ce qui s'opère, tu vois. C'est-à-dire, il y a l'excitation et y aller sur la pointe des pieds parce que j'ai envie que les choses restent gracieuses. Au niveau de l'émotion que tu peux ressentir ou tu peux vivre, on a parlé un peu d'image. J'aimerais te poser une question. C'est par rapport à un cinéaste polonais qui s'appelle Andrzej Zulewski, qui a fait un film sur Frédéric Chopin et Georges Sand qui s'appelle La Note bleue. Et il faisait dire à Marie-France Pizier, qui jouait le rôle, qui jouait Georges Sand, il faisait dire quand le ciel est vide et que ça m'a fait mal et que je comprends plus rien à rien. Toi, Rachel, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu vas marcher? Comment on fait avec la vie dans ces moments-là? J'adore cette question. Alors, et j'aime beaucoup ce cinéaste. En fait, moi, je me replie dans des choses qui ont été rejetées. Alors, ça peut être des fragments de photographies, des fragments de textes, et je les associe. Ces fragments, je les associe entre eux. Et j'essaie d'en créer un vocabulaire poétique, simple, spontané. Donc en fait, j'ai aussi une pratique que je ne présente pas,
une pratique de photographie et une pratique de poésie. Mais tu vois, je suis capable, pendant 2 ans, tous les jours, j'ai photographié le ciel depuis ma cuisine. Donc c'est un mur, c'est un grand mur, et c'est le ciel qui semble s'échapper de ce mur. Donc c'est complètement surréaliste, tel que Magritte peut nous emporter dans son projet, dans sa vision. Ensuite, toujours sur ce mur, j'ai découvert qu'à certains moments de la journée, il y avait des créations de fragments de lumière qui dessinaient des calligraphies. Et le hasard de lecture m'ont enseigné que Kali, en sanskrit, signifie le mur. Donc cette série que j'ai faite s'appelle Kali Kali, avec un K et avec un C, puisque c'est le mur des calligraphies. Et là, j'aime, travailler des tirages noirs et blancs très denses, très contrastés, qui vont questionner en fait à la fois la beauté du monde et sa cruauté. Tu vois, ce noir et blanc très puissant, très violent, avec du grain, ça m'envoie à Tarkovsky, ça m'envoie à ce monde de chair. Au niveau du tirage, est-ce que tu es allé chez Picto, c'est ça, hein? Pas est-ce du que tout. Non, là, si je fais des tirages, c'est avec Diamantino Labo. D'accord. Mais là, pour l'instant, sur cette série, j'ai fait que des tirages tests. Déjà pour me dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que j'ai assez de choses? Est-ce que ça se tient? Personne n'a jamais rien vu de ces séries. Mais j'ai comme ça, sous le coude, une dizaine de séries... mais qui sont vraiment ma forme de romance, en fait. Parce que sinon, quand je vais pas bien du tout, j'enfourche mon vélo et je traverse Paris à bicyclette. Ou je vais nager. Je vais nager 1,6 km. Je fais mes allers-retours, je m'arrête pas. Je nage. Et là, je suis dans l'air, dans l'eau, dans la pesanteur. C'est vachement agréable. Même s'il fait très froid, c'est très agréable. Donc, on est dans ta galerie. Et il y a un artiste qui est présenté... Alors oui, actuellement, je présente le travail de Joël Lec. Donc, le nom de Joël Lec m'a été soufflé par 2 personnes. Son éditeur, Bernard Dumercher, un de ses éditeurs, et Jonathan Abou, que j'avais exposé sur une série de photographies qui illustrent les chants de la Commedia de Dante. Et puis en fait, j'ai rencontré Joël sur un salon, le salon des livres anciens. Et ça a été, pour le coup, je sais pas, un peu un coup de foudre artistique. C'est-à-dire que Joël, il a la densité et l'enfance en lui. Il résume en fait ces 2 éléments. En fait, en lui, il y a tout le paradigme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est resté très très à l'écoute de son corps, de son cœur, de ses émotions, avec beaucoup de pudeur, parce que c'est un homme pudique. Et en même temps, il n'a pas, cette fausse pudeur un peu du langage correct, où tu vas retenir les émotions. Non, en fait, il est entier, Joël. Et il est comme ça, en fait, quand il partage son œuvre, c'est-à-dire qu'il est en recherche d'exigences sur les matériaux. Alors, il n'utilise que des papiers magnifiques, des beaux grammages, un très beau choix de couleurs qui s'associent à ces matières. Mais surtout, sa technique, elle est très unique, c'est vraiment son style, c'est sa singularité, c'est qu'il aime faire dialoguer différentes techniques. Donc il va associer par exemple la gravure, le collage, la peinture, les mots, le geste, et le tout dans une ponctuation qui fait que c'est ni baroque, ni zen, c'est Joël Lec. Tu vois, c'est pouf, tombé, voilà. Il dépose son œuvre et il poursuit. Et ça, c'est très élégant. Bon, comme il n'est pas loin, je vais l'interviewer juste après toi, mais avant qu'on se quitte, que la vie
à gauche, à droite, droit devant, ou enfin, ailleurs en tout cas. Il y a un artiste qui s'appelle Jean-Louis Bergère, qui est musicien, qui est disparu il y a quelque temps, et son dernier album s'appelle Ce qui demeure. J'aimerais savoir qu'est-ce qui va demeurer de toi ou demeurer en toi. La sincérité. Quelles que soient nos difficultés, de rester très sincère avec soi-même, avec l'autre, celui qu'on embarque dans son histoire, que ce soit l'artiste, que ce soit son amoureux, ses enfants. Parce que, en fait, aujourd'hui, ce qui m'émeut vraiment, c'est le manque de connexion, de conversation, tu vois. Je trouve formidable ce monde d'innovation digitale et toutes les possibilités que ça offre, que ce soit le télétravail, le stockage, de pouvoir appeler à tout moment ses amis, sa famille à l'autre bout du monde. Enfin, toi, c'est exceptionnel quand même. On vit une période magnifique de découvrir les créations du monde entier, en fait. Pour peu que tu sois curieux, tu peux vraiment être connecté à une somme d'informations. Alors, évidemment, il ne faut pas se laisser envahir et rester prudent sur ses choix, rester dans son émotion, dans son goût, et éviter cette surenchère et cette boulimie. Mais non, je pense que c'est la sincérité, c'est-à-dire que le confinement l'a montré, tu vois, les gens ont besoin de se toucher, ils ont besoin de se parler, ils ont besoin de l'émotion du corps, c'est-à-dire les mouvements du corps, les mouvements des yeux, le regard, un sourire, tu vois, c'est-à-dire toute l'émotion corporelle. Aujourd'hui, quand tu es uniquement dans le digital parce que tu échanges en WhatsApp, tu as un élément de toi qui est très cadré, qui est minimal de toi. Et c'est cette perspective, en fait, à la fois d'immatérialité dans la relation humaine, sensuelle, charnelle, qui me gêne. Parce qu'on passe à côté de sa sincérité, je pense. Et après, moi, je suis effectivement, même si c'est très ludique et très tendance, assez abasourdie, si tu veux, par tout le langage de l'image fake qui est construite. C'est-à-dire une image qui est retravaillée avec des filtres, retravaillée... En fait, pour moi, c'est s'approprier une autre forme de vérité. Or, la vérité, elle est dans le contenu spontané, tu vois. Et donc, je trouve qu'il y a une course à l'esthétisme, au jeunisme, à l'envie de tout à chacun de se singulariser par le tatouage, par des éléments de différenciation, alors qu'en soi, chaque personne est unique et très belle en soi déjà, tu vois. Et ça, c'est vraiment une culture monde que j'observe depuis 30 ans, très envahissante, très destructrice, parce que ça crée sur les différentes générations un rapport à la performance, un rapport à la beauté, qui n'est plus celle de l'intime, qui n'est plus celle de la sincérité. La galerie Rachel Hardouin présente une nouvelle exposition avec Véronique Durutti et Benoît Chapon, United Nations et billets doux, encre sur billets de banque, des séries d'œuvres originales jamais présentées au public. L'exposition se tient du mardi 2 juillet au samedi 31 août 2024. Entretien et prise de son, texte d'introduction Fabien Eck, musique Adrien De Arrojo, création visuelle Aquelarre et Belle Stéphane Perrault, photo visuelle Aquelarre et Belle Philippe Lévy. Et avant de nous quitter, c'est Rachel Hardouin qui a tenu à interpréter une chanson. Donc c'est un texte de Vinicius de Moraes, qui est poète et diplomate,
brésilien qui a notamment été en poste à Paris. Et donc c'est une chanson qu'on a pu découvrir dans le film Un homme et une femme de Claude Lelouch. Elle est chantée et mise en musique par Pierre Barou, qui nous a quittés il y a 2-3 ans et qui était un personnage totalement incroyable, le premier mari d'Evelyn Wicks. Et ils étaient très très amoureux, tous les deux. Sauf que lui adorait voyager et il passait plusieurs mois de l'année au Brésil pour découvrir toutes les nuances de la samba. Il a fondé un label qui s'appelle Sarava. Et il a même fait des t-shirts sur lesquels il était inscrit il y a des années où on a envie de rien faire. Voilà. Et donc je vais vous interpréter ce morceau que j'aime par-dessus tout au monde. Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche, j'aime rire, chanter. Et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas d'ivresse, c'est un vin qui ne donne pas d'ivresse. Donc ce n'est pas la samba que je veux. J'en connais que la chanson impressionne, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, et d'autres qui la chantent sans l'aimer. Moi je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. On m'a dit qu'elle venait de Bali, à qui elle doit son rythme et sa poésie, à des siècles de danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Elle est blanche de formes et de rimes. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Mais quel que soit le sentiment, qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Elle est blanche de formes et de rimes. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Dou, 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 dou.